Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bonjour, Salut Christophe! salut Damien, bonjour à tous et à toutes, je vous embrasse fort. Salut à toute la communauté. Voilà, on est content de vous retrouver pour ce nouveau live. Donc, comme tous les mois, le live sur le sujet du deuil avec comme invité Christophe Forêt. Alors, ce soir, c'est un soir un peu spécial. On attend tous avec impatience 20 heures, je crois, hein. Ouais, voilà, donc est-ce que vous pouvez écrire quelque chose pour qu'on voit si vous êtes connecté? Parce que pour l'instant, on ne voit pas que vous êtes connecté. Ah Ah, voilà, c'est bon. c'est Il y a du bon, monde. bon. Bon. Richard. Richard, bonjour Richard. Il y a Salut pas Richard. il y a Richard pour l'instant. Bonjour Si, Richard. si vous pouvez mettre votre prénom et les noms des villes où vous êtes, ça nous permet de situer un peu. Ouais. Oui, parce que là on va jusqu'à 9h50, 9h, 19h55 parce que je crois que notre président a des choses à nous raconter. Exactement. Donc, on va essayer d'être précis sur le timing pour vous laisser courir à D'accord, vos oui. télés. OK, tout Voilà. fonctionne bien, parfait, super, Super. 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 Alors, du coup, comme c'est live deuil, pour ceux qui en ont de l'habitude, on a pioché dans des questions que vous nous avez posées et on va tenter d'y répondre, en tout cas vous aiguiller, donner des éléments de réponse. Et je vous propose de commencer de suite par un sujet dont on parle de plus en plus, qui est le sujet du suicide. Et puis nous, avec la plateforme Mieux traverser le deuil, en fait, on a vu qu'après le confinement, particulièrement pendant l'été, il y a eu beaucoup de recrudescence de tentatives de suicide. Vous savez, on a cette plateforme d'écoute. Vous pouvez parler à des conseillers tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un grand sujet, le suicide. Il y en a beaucoup. C'est des idées noires qui nous passent par la tête. Alors, l'idée, c'est d'en parler un petit peu ce soir. On va parler d'autres sujets aussi. Mais j'aimerais, Christophe, t'inviter, si tu es à l'aise, OK. hein, Oui, oui, attaquer avec une question sur le suicide. ça va. Alors, première question de Sandrine. Oui, Mon mari vas-y. s'est suicidé il y a 14 mois. Je sais qu'il 14 est mois, ouais. mort. Voilà, je sais qu'il est mort, donc ça c'est voilà. Mais j'ai toujours cette impression que c'est impossible qu'il soit disparu. Mes rêves accentuent cette sensation. Ce sont les seuls moments où je le retrouve vivant. Toutes ces émotions contradictoires sont éprouvantes. Et malgré tout ça, il faut continuer pour les enfants, pour les autres, qui vous disent que tu es forte, mais au fond de toi, c'est la guerre. Mmh, Comment on mmh. fait pour sortir de cette étape-là? Oh là là. Déjà, première chose, c'est Sandrine, n'est-ce pas? C'est Sandrine, Exactement. c'est pas comment fait-on, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est pas quelque chose qui est dans notre contrôle, hein, déjà, rappelez-vous toujours, 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 le processus de deuil, c'est un processus sur lequel on n'a pas le contrôle. C'est un processus qui est naturel, qui est inconscient, qui échappe à notre contrôle, donc comment faire pour sortir? Heu il y a pas de réponse à ça il y a rien à faire pour en sortir. Il y a Hmm. juste à comprendre déjà ce qui se passe. Déjà, c'est important de comprendre ce qui se passe. Là, Sandrine, ça fait 14 mois. 14 mois, heu, 14 mois, donc le conjoint par un suicide il y a 14 mois, ça réunit toutes les conditions pour que, votre cerveau, enfin notre cerveau, notre système, psychique crée des protections massives. Je sais que j'en parle très souvent, mais c'est très, très souvent le cas. C'est des protections massives qui ont une fonction très précise de nous protéger, d'amortir la violence de l'événement qui, s'il n'était pas amorti par les protections psychiques inconscientes qui se mettent automatiquement en place en nous, on serait complètement laminé en un instant. Donc il y a une faut vraiment le voir comme des protections. C'est hyper important de le voir, non pas que quelque chose que je dois éviter ou quelque chose qui empêche de rentrer dans le vécu de ma peine. Non, c'est en plein dedans. Le processus, il est déjà là. Il est déjà en cours et il met en œuvre sa dimension de protection psychique. 14 mois, c'est hyper court en termes de temps et ça fait comme si, d'une certaine façon, notre cerveau avait intellectuellement, à un certain niveau, compris la nouvelle, compris intellectuellement. Je sais que mon mari est décédé, mais il y a plein de strates en nous, plein de strates en nous qui, d'une certaine manière, ne sont pas au courant de ça, n'ont pas encore intégré, n'ont pas encore été imprégnés de cette nouvelle. Donc pendant un temps, il y a une espèce de séparation, de dichotomie entre une partie consciente
qui sait que le décès est survenu, et d'autres parties de nous-mêmes, peut-être plus profondes, peut-être plus archaïques, je dirais, plus viscérales, qui ne sont pas encore au courant, je mets des guillemets, de la réalité du décès. Et ceci, il n'y a, il y a aucun moyen d'accélérer ça. C'est quelque chose qui va comme une sédimentation ou quelque chose de capillarité qui va progressivement imprégner son être jusqu'à ce qu'il y ait la pleine et totale prise de conscience de ça. Et la preuve en est, c'est que votre inconscient, par exemple, il n'est pas encore au courant. C'est pour ça qu'il y a les rêves. Les rêves sont tellement forts parce qu'il y a ce décalage entre le conscient qui sait et l'inconscient, d'une certaine manière, qui ne sait pas encore ou qui a du mal encore à intégrer la réalité de la nouvelle. Il y a ce décalage-là. Comment faire? Alors, parce qu'il y a comment faire avec ça aussi, quand même? Eh bien, c'est comme l'enjeu, c'est le décalage entre la réalité qui s'est passée et quelque chose en moi qui a du mal, de façon normale, hein, à intégrer la nouvelle, c'est qu'est-ce que je peux faire pour, en douceur, sans me faire violence, comment dire? Inviter la réalité. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Elle est là. Comment je Mmh. peux l'inviter? Et ça veut dire quoi, inviter la réalité? C'est peut-être, je ne sais pas, il y a chacun, ça peut être écrire, ça peut être, aller sur la tombe pour que cette réalité m'imprègne. Ça peut être de regarder des photos. C'est douloureux, mais ça aide progressivement à intégrer la réalité. Ou alors vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre que de simplement regarder votre quotidien, regarder votre vie et dire: «OK, mon compagnon n'est plus là. Quelque chose en moi a du mal à intégrer cette nouvelle, ceci est normal». Donc c'est en termes de processus, mais je comprends bien Sandrine, je comprends bien qu'après 14 mois, vous ayez tellement envie, tellement besoin que ça s'arrête, que cette douleur s'arrête. Mmh. C'est pas possible, c'est pas possible. Comme un processus naturel, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps quand vous avez une forêt qui a été, brûlée par un incendie, ben, quand on la regarde, on sait que ça va mettre des années à repousser. Pour qu'il y ait à nouveau quelque chose d'autre qui se vienne, une forêt qui viendra sur les cendres de l'autre. Mais ça va prendre un temps qui est le temps de la nature. Donc c'est ça que je peux vous dire. Donc, essayez du mieux que vous pouvez de vous installer dans la confiance, qu'il y a un processus qui prend soin de vous. D'accord? C'est hyper important, On a vraiment. souvent tendance à mélanger peut-être la souffrance de la mort, le manque, et le deuil. Et comme tu dis, Oui, Christophe, tout à fait, oui, oui. le deuil, Parce que oui, tout à fait, ce que tu as raison de souligner ça, Damien. La vraie souffrance, c'est le suicide de votre mari. Le deuil, c'est ce qui essaye de trouver progressivement de l'apaisement par rapport à la souffrance. Mais la cause première de la souffrance, c'est pas le deuil, c'est pas le deuil. Le deuil, c'est le médecin, c'est l'infirmier, l'infirmière qui prend soin de nous pour essayer d'apaiser du plus possible la violence du décès. Donc, hem, heu celle-là, elle est irréversible. Donc il faut un peu de temps et elle est tellement profonde qu'il faut un peu de temps pour que ce processus se fasse. Mais installez-vous dans cette confiance, cela va se passer. Pas mmh. maintenant, pas en 6 mois, pas en 1 an, pas en 2 ans, mais ça va se passer, je vous promets. Oui, Damien? Ah, oui, Christophe, on a des questions qui concernent un petit peu ce que tu as évoqué, ou ce sentiment d'être, des fois, se sentir hors de son corps, dans une autre dimension. Et on a Virginie qui nous pose une question ce soir et qui nous dit qu'après, donc, enfin, dans le processus de son deuil, est-ce qu'il est normal d'être obsédé par des pensées qui sont irrationnelles, du genre, est-ce que ma vie est vraiment réelle? Est-ce que ce que je suis en train de vivre est vrai? Ouais, ça arrive. Ouais, exactement, ça arrive et le
Parce que parfois on a des petits phénomènes, mais il y a rien de pathologique là-dedans, je vous assure. C'est, un peu de ce qu'on appelle de déréalisation, hein, ou de dissociation, où on se sent parfois complètement déconnecté de ce qu'on ressent, de ce Mmh. qu'on pense et tout. Bah, ça, là encore, hein, voyez-le comme des soupapes de sécurité psychique inconsciente. C'est-à-dire que parfois, la souffrance est tellement énorme, la souffrance est tellement puissante qu'il y a quelque chose en nous qui, là, n'est pas décidé, qui un peu déconnecte pour, Mmh. comment dire? Comme s'il y avait une respiration, vous voyez? Une respiration psychique de un temps de pause Mmh. et après on se reconnecte. Donc c'est quelque chose dont il ne faut pas s'inquiéter et la deuxième chose qui fait que ça ne faut pas s'inquiéter, c'est que, parfois dans la dissociation, là je parle au niveau psychiatrique, hein, Mmh. la personne n'a pas conscience que c'est quelque chose qui est en elle. Elle est dans une altération profonde de son fonctionnement psychique parce qu'on est dans de la psychose. Là, en l'occurrence, vous avez conscience qu'il y a des choses qui se passent, que vous êtes, un peu anesthésié, que vous êtes un peu dissocié. Donc c'est vraiment pleinement consciente, en fait, qu'il y a des choses psychiques qui se passent. Mmh. Et donc là, on n'est pas dans le territoire de la psychose ou de la maladie mentale, on est dans le territoire du deuil et on est dans le territoire de la sidération, on est dans le territoire du traumatisme et on est dans le territoire de l'adaptation, le processus lent d'adaptation de notre esprit à cette réalité hyper traumatique. Mais c'est, ne prenez pas de médicaments là-dessus, enfin, dans ce contexte-là en tout cas, hein, parce Mmh. que ce n'est pas une manifestation psychiatrique, hein, c'est une manifestation que et pour vous rassurer, je le rencontre pas très souvent, mais quand j'accompagne des gens qui ont eu vraiment des gros, des décès vraiment brutales ou sous leurs yeux, enfin, de choses, Mmh. ça arrive. C'est des choses qui arrivent et qui progressivement, au fil du temps, peuvent s'estomper. Mmh. En revanche, si vous avez des pensées obsédantes, ça on a déjà parlé 1000 fois, mais c'est important d'en reparler. Si vous avez des pensées obsédantes qui tournent en boucle autour de l'événement, traumatique, par exemple, vous avez assisté à l'accident, vous avez assisté au suicide, enfin vous avez assisté de façon Mmh. traumatique à l'événement, après 4 5 mois, si ça persiste, là, ça veut dire qu'il y a peut-être ces pensées obsédantes sont peut-être le reflet d'un syndrome de stress post-traumatique et dans ces cas-là, on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé, la méthode de psychothérapie EMDR est utile pour travailler spécifiquement ça. J'insiste bien, hein, plusieurs mois après, 2 3 mois après, hein, d'avoir des images obsédantes pendant 2 3 mois au début, c'est normal. On commence à parler de syndrome de stress post-traumatique après 2 3 4 mois, d'accord? Pas de MDR, pas de MDR après 1 ou 2 ou 3 mois. C'est trop court et ça retraumatise, d'accord? C'est hyper important ça. Le MDR, c'est après au moins 2 ou 3 mois, s'il vous plaît. C'est D'accord. important. Merci pour ça. C'est vrai qu'il y a des conséquences physiques et notamment sur le sommeil aussi. On a Ouais, Anne qui me pose ouais, cette question. Chaque soir, quand je vais me coucher, que je ferme ouais, les yeux pour m'endormir, ouais, ouais. je revois en boucle les 6 mois de la fin de vie de mon fils jusqu'au jour de son décès. Ça fait Et elle combien se de pose. temps qu'il est décédé? Ça fait 6 mois. Ouais, Voilà, c'est moi, voilà. voilà. Et non, pardon, ça fait 4 mois qu'il est décédé. Il 4 avait mois 13 ans. encore. Ouais. Ouais, ouais. À la suite d'un combat de 7 ans de cancer, ça a duré longtemps. Et elle se pose cette question, comment faire pour retrouver des de retrouver le sommeil, clairement. Dans ce cas de figure-là, sincèrement, hem Hem, alors il y a 2 choses, il y a 2 choses. Le fait que quand je suis dans cette phase entre le veille et le sommeil, c'est un état qu'on appelle l'état hypnagogique, hein. C'est un état normal entre le conscient, puis le moment où on va basculer dans le sommeil. C'est un moment, qui est important, qui est des ondes cérébrales spécifiques et il est complète c'est le moment, spécifiquement là, où votre cerveau est en train progressivement de se repasser tout le film pour l'intégrer. Hmm.
En fait, c'est un moment très particulier d'intégration, hein, d'intégration psychique pour Ah, je crois qu'il y a un petit bug de connexion. On t'a perdu quelques secondes. d'accord, hein, parce que pour qu'il y ait intégration, pour qu'il y ait digestion, il faut qu'il y ait d'abord intégration. D'accord? Et pendant ce temps-là, le fait de fermer les yeux là, que tout repasse, c'est éprouvant, mais que ça vous inquiète pas, là encore, enfin, je passe mon temps à vous rassurer ce soir, mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment une nécessité, je dirais presque neurologique, de Mmh. pouvoir intégrer progressivement l'ensemble de ça. Donc un, c'est quelque chose de normal. 2, néanmoins, votre sommeil, il est très, très affecté. Alors là, moi, dans ces cas-là, après, on ne se connaît pas, vous n'êtes pas ma patiente, on ne se connaît pas, mais ça peut être utile une petite aide médicamenteuse, hein. Une petite aide médicamenteuse, peut-être, je sais pas, un Lysanxia ou Xanax et tout, pour aider un peu au sommeil. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une aide médicamenteuse que vous allez bloquer le processus d'intégration dont je vous parle, hein. C'est 2 niveaux différents, hein. Mais, comme le deuil, le processus de deuil, c'est un processus qui est éprouvant, comme il y a eu 7 ans d'accompagnement de votre garçon, vous êtes rentré dans votre processus de deuil déjà épuisé, OK? Et maintenant, il y a 4 mois. Donc, il y a ce temps d'intégration, mais hésitez pas à solliciter peut-être votre médecin généraliste pour une petite aide médicamenteuse, Xanax, Lexomil ou choses comme ça. N'ayez pas peur de la dépendance, de choses comme ça. Je veux dire, 4 mois, c'est extrêmement court en termes de temps. Mais, essayez d'autres choses, ça peut être aussi de la phytothérapie, ça peut être de l'humothérapie, ça peut être plein de techniques de relaxation, Mmh. enfin, il y a beaucoup de choses qui sont non médicamenteuses pour aider à dormir. Peut-être aussi que votre corps est très tendu et aurait peut-être besoin de massage ou de relaxation. Peut-être que des exercices de sophrologie pourraient vous aider. Mais en tout cas, mettez tout ce que vous pouvez pour préserver le sommeil et puis en dernière analyse, si vraiment c'est trop compliqué, peut-être une aide médicamenteuse parce que c'est un marathon le deuil, vous savez bien? C'est un marathon, ça dure longtemps et si on ne dort pas, eh bien on s'épuise et donc il faut pouvoir avoir cette aide médicamenteuse, vraiment. Mmh. N'hésitez pas. Merci pour ça. On a aussi le cas d'Anne-Marie qui a vécu la mort de son papa. Alors elle, c'était un cancer du cerveau, malheureusement. Et par contre, bien heureusement, il a été entouré parce ils étaient en famille, au domicile jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment une grande chance. Ouais, Et elle se pose quand même ouais, cette ouais. question, euh, même si ça s'est plutôt bien passé, par rapport à son fils, par rapport aux enfants, notamment son fils de 17 ans qui est convaincu que son papa est encore au travail. De 17 ans? Ouais, Ouais. Ça voilà. fait combien de temps que son papa est décédé? Ça fait 15 mois. 15 15 mois. mois. Ouais. Il est persuadé alors ça serait compliqué parce que là, il y aurait vraiment besoin de préciser les choses, tu vois? Parce qu'il est persuadé, jusqu'où il est persuadé, tu vois? C'est Hmm, compliqué de répondre à une question comme ça parce que là, c'est tellement spécifique ok, que je peux pas y répondre. Ça ok. demanderait Alors vraiment à être peut-être on peut ouvrir la question sur ouais. les enfants en général. Est-ce que tu as des conseils à donner pour accompagner dans une famille un enfant qui vit un deuil euh, Tout dépend de l'âge, mais là, on parle d'un jeune adolescent à 17 ans, il a normalement tout intégré, le la même perception de la mort et du deuil que de façon générale, hein, hem, alors, mhm. il y a Désolé, c'est un peu vaste la question, hein, oui, mais oui, 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 elle est un peu vaste la question, mais c'est, déjà pour les mamans, là, je m'adresse aux mamans qui sont là. J'ai déjà dit 1000 fois ça, mais je vous le répète quand même. Il se peut que votre adolescent n'ait pas envie de vous parler, n'ait pas envie de parler de son papa ou de parler de son frère ou de sa sœur décédée, enfin un peu, de la personne décédée et vous pouvez croire, vous, en tant que maman, qu'il est en danger parce qu'il
il est en train de garder des trucs en lui et vous craignez qu'il y a une bombe à retardement à l'intérieur de lui-même qui va exploser plus tard, dans plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'il aura tout gardé à l'intérieur, il aura rien dit. Ça, c'est depuis 25 ans que j'accompagne le deuil, c'est un souci constant des mamans et vous savez quoi? Ça ne se passe quasiment jamais. Quand je dis quasiment, c'est 99,9 des cas, Tu hein. veux dire cette explosion psychique, le moment où on pense que la personne ne parle pas et d'un coup elle va exploser. Oui, oui, voilà et bien ça ne se passe pas parce que l'adolescent, déjà, il y a plusieurs niveaux. C'est un adolescent déjà. Donc Mmh. l'adolescent, structurellement, il va avoir beaucoup plus tendance à aller chercher de l'aide dans une autre sphère que la sphère familiale. Parce que par définition, l'adolescence, lui, c'est un mouvement pour s'émanciper, hein, de la sphère familiale, première chose. Deuxième chose, il va avoir surtout besoin d'être en lien avec ses pairs. Quand je dis ses pairs, hein, P-A-I-R-S, Mmh. c'est ses copains, ses Ouais. copines et c'est là où les choses vont se faire et contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, et on va parler, on va échanger. En fait, ils échangent peu. Quand on regarde exactement ce qu'ils se disent, en fait, ils échangent, peu de choses. Autre chose également, c'est que vous savez bien que le vécu émotionnel du deuil, il est en lien direct avec le vécu, la nature du lien émotionnel qui nous relie avec la personne qu'on a perdue. Là, une maman, elle a perdu son compagnon. L'enfant, il a perdu son papa. Il y a pas de hiérarchie dans les liens, mais c'est des liens de tonalité émotionnelle, différentes, hein. Donc, on ne peut pas la maman ne peut pas s'attendre à ce que le vécu émotionnel de son enfant soit le même qu'elle. Par exemple, hein, et ça arrive très souvent, le véc le gros du vécu émotionnel de la compagne, donc hein, qui a perdu son compagnon, ça peut être pendant 2 ans, 3 ans, parfois plus longtemps, alors que le vécu émotionnel de ses enfants, jeunes enfants ou adolescents, ça peut être, le plus gros pour eux, ça va être peut-être pendant 1 an seulement ou 1 an et demi, de façon complètement habituelle, complètement normale. Donc, à un moment donné, on est synchrone au début, mais après, on n'est plus tout à fait synchrone. C'est-à-dire que la maman, peut-être, après 1 an ou 2 ans, est dans une espèce de solitude énorme. Elle aurait besoin qu'on parle de son compagnon là et elle est un peu étonnée ou choquée parfois, hein, de voir que ces adolescents ont repris leur vie, sont avec leurs amis, sont dans leurs projets, d'avenir et ont pas forcément envie de parler du papa, ont pas forcément envie d'aller sur la tombe et donc il peut y avoir une incompréhension et Mmh. justement, comme je disais tout à l'heure, cette peur que quelque chose soit enfoui à l'intérieur qui va exploser. Mmh. Non, c'est 2 modes différents d'expression et il n'y aura pas d'explosion, je vous assure, il n'y aura pas Mmh. d'explosion et très souvent d'ailleurs, vous savez, des mamans traînent, traînent littéralement leur enfant ado, fille ou garçon, au cabinet en disant: «Il faut que tu parles parce que tu parles pas et donc tu te mets en danger» et une fois que j'ai en face de moi le jeune garçon et la jeune fille, je dis: «L'heure où tu en es?» et puis ils disent: «Beh, moi ça va, c'est maman qui voulait à tout prix que je vienne, mais moi ça va, je vis les choses à ma manière et maman veut que je les vive comme elle, mais je les vis pas comme elle. Est-ce que vous pouvez pas, docteur Forel, lui expliquer que ma façon de vivre les choses, c'est pas comme elle, mais elle a l'impression que j'oublie notre papa alors que je pense à lui tous les jours, mais c'est pas parce que je lui en parle pas tous les jours que j'oublie mon papa, mais c'est pas la même manière qu'elle». Hein, donc c'est D'accord. c'est vraiment voilà, donc là, j'ai surtout parlé des ados, parce qu'on avait déjà Des ados, parlé des ouais. des 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 enfants d'autres fois, ouais. D'accord. Mais des enfants, ok. Juste, je pense qu'il y en a pas mal qui nous parlent des enfants, c'est vrai que c'est un sujet quand même qui nous touche tous. Oui, Euh, euh, si on extrapole, pour des ados, pour des enfants qui ne parlent pas, ce n'est pas catastrophique. Mais est-ce non, qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand même si on est déjà rassuré sur ça, et merci de nous rassurer, parce que c'est pas évident de le comprendre. ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà,
heu, de façon subtile, enfin subtile, Mmh. explicite, envoyer le message dans la famille qu'on est prêt à en parler. OK. C'est un Hein, sujet. déjà que c'est un sujet, qu'on est Mmh. prêt à en parler et je vous avais déjà mentionné, le cas d'une maman, et Sabine, si vous êtes là, bonjour Sabine, hein. Hem, une maman qui avait perdu son garçon qui était son garçon et elle a, 2 autres garçons et elle a son mari. C'est-à-dire que des gars. Il y a que des gars, hein. Alors qu'elle a son vécu émotionnel de Mmh. maman en deuil, mais de femme en deuil, elle est entourée par des gars qui ont un mode masculin d'expression du deuil et à savoir beaucoup plus silencieux. Et OK. donc, elle était en souffrance parce qu'elle se sentait très, très seule par rapport à cette manque de communication et donc ce rituel qu'on avait fait, c'était, ce qu'elle a dont on avait discuté, qu'elle a mis en place et qui fonctionne bien, c'est de mettre, sur un petit endroit dans le salon, mais pas un énorme hôtel, mais un petit endroit, la photo de son garçon, une bougie et un petit bouquet et tous les jours ou régulièrement, elle allume la bougie ou elle change le bouquet et elle a dit, hein, ils ont échangé avec son mari et ses enfants. Vous dit: «Quand la bougie est Mmh. allumée, ça veut dire que je suis peut-être plus dans la peine. Quand je change le bouquet, ça veut dire que, il y a quelque chose en moi qui est en lien très fort Mmh. avec votre frère disparu» et comme ça, de façon très implicite, il y a quand même quelque chose qui s'exprime et ça lui fait du bien à cet moment de savoir qu'ils sont au courant, au point que et ça je crois que vous l'avez déjà raconté une fois lors d'un live, au point parfois quand une fois, pendant quelques jours, elle n'avait pas allumé la bougie, elle n'avait pas changé les, les 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 fleurs. éléments de rituel, ouais, d'accord. Voilà, bah, un de ses garçons est venu en disant, «Ça va maman?» Il lui Mmh. posait la question, hein. Il a été vers elle en disant: «Ça va maman?» et elle lui a dit: «Bah, pourquoi tu te demandes ça mon garçon?» Il dit: «Bah, tu as pas changé les fleurs?» Tu hein? Ça voulait dire en fait qu'il avait repéré quelque chose, mais avec ses mots à lui, c'était pas: «Maman, est-ce que tu veux qu'on parle de ta souffrance?» Non, c'est: «Tiens, tu as pas changé les fleurs». C'est un petit peu détourné. Donc déjà, c'était le truc important, c'est envoyer le message que je suis ouverte pour en parler et puis après, on peut mettre dans la conversation évoquer le nom du frère ou de la sœur ou de la personne, heu, disparue et voir si l'enfant, il saisit au vol Mmh. l'opportunité ou pas. L'idée, c'est vraiment, on ouvre au maximum la conscience du fait qu'il est possible de parler de la personne, disparue et peut-être aussi dire de façon plus active en Mmh. disant: «Mais chérie, ce soir, j'aurais vraiment besoin de parler de votre papa. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. J'ai vraiment besoin que vous m'écoutiez parce que j'ai un truc là et j'ai vraiment» alors peut-être que je vous gonfle, je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de vous Mmh. parler de votre papa ou de vous parler de quelque chose qui est dans ma tête là et que j'ai envie de partager avec vous et on peut être étonné que les enfants disent: «OK maman, Mmh. bien sûr», mais voilà. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, tellement de choses. Ah oui, non mais merci, c'est excellent. Le il y a beaucoup de conséquences et de nouvelles questions qu'on ne se posait pas avant de vivre la perte d'un Ouais, proche. ouais, Et notamment là, on est en train de vivre une actualité qui ne s'arrête pas, malheureusement, ouais, voilà, ça nous enquiquine tous, hein, ce Covid. Beaucoup de malades, il y a des personnes qui décèdent aussi. Et donc, il y a eu plusieurs commentaires sur ces sujets, sur le Covid, et notamment une maman, donc, Abella, qui a perdu son enfant, qui était à l'étranger pendant la première vague de Covid ouais. et qui n'a pas pu du coup voir son fils, qui a vu seulement le cercueil. Et avec les frontières fermées, elle a encore J'ai pas compris. Son fils est décédé à l'étranger? à l'étranger, voilà, c'est ça. D'accord, OK Les, et les, donc le les, fils les le médecins ont fils déconseillé d'aller le voir. Et après, il y a eu le Covid, enfin, il y a eu tout s'est enchaîné. voilà Et en et fait, le cercueil après revient, il est plombé en fait. Le cercueil est plombé et fermé, on peut pas rouvrir donc on voit pas son enfant effectivement, oui.
Oui, et? Alors non, là, pour le coup, il a été enterré sur place. Alors, il doit y avoir une histoire de Ah, famille. OK, Voilà. d'accord. Et en fait, sa question aujourd'hui, c'est qu'elle a... avec c'est comment vivre, comment traverser le deuil, même quand on ne voit pas mais le défunt, le corps. Est-ce que c'est primordial? Est-ce que c'est important? Et quelle nuance Alors donner à ça? alors, déjà, on sait à travers l'histoire qu'il y a plein d'histoires avec les guerres, on sait avec les événements, récents, vous savez, les avions qui se scratchent en mer ou les corps qu'on retrouve pas. Hem, on sait que ce n'est pas un obstacle fondamentale au déroulé du processus de deuil. Ça on le sait, hein. Il y a des milliards d'individus depuis la nuit des temps, qui n'ont pas vu le corps et tout. Hmm. En revanche, il est, à mon sens, hein, il est essentiel qu'on pose toujours quelque chose de l'ordre du symbole, de l'ordre du rituel autour de cette disparition, même s'il y a pas de corps, hein. Le corps peut être important, mais par exemple, vous savez, dans certaines traditions, religieuses, il y a des cérémonies qui se font sans le corps. Si je ne dis pas de bêtises, je Hmm. crois que dans la tradition, juive, le corps n'est pas là, mais il y a la cérémonie à la synagogue, si je raconte pas de bêtises. Donc, au bout du compte, ce qui est essentiel, ce qui va nous aider, nous, hein, à cheminer dans ce deuil, c'est tous les rituels qu'on peut mettre en place. Tout ce qui est de l'ordre du symbolique, tout ce qui est de l'ordre de la commémoration, où on va se réunir soit tout seul avec soi-même, soit avec un petit cercle de proches, soit avec un grand cercle de proches, Hmm. pour honorer la personne d'une manière ou d'une autre. Honorer qui elle était, honorer son œuvre, honorer quelque chose, poser un acte symbolique, j'évoque souvent ça, mais planter un arbre, faire un lâcher de ballon, dans la nature ou un lâcher de montgolfière, tu sais, ces jolies montgolfières, qu'on lâche dans la nuit, mais poser quelque chose, de symbolique, si possible à une date significative, hein. Hmm. Ça peut être par exemple la date de naissance de l'enfant, ou du parent, ou la date anniversaire du mariage, par exemple, mais en tout cas, une date qui est chargée émotionnellement et où on va vraiment se recueillir. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a 2 choses qui se passent. On est à la fois dans la connexion intime avec la personne et on est en même temps dans le manque de cette personne. Il y a les 2 en même temps. C'est doux parce qu'on est en lien fort et tout le monde est là, et c'est amer parce que c'est à nouveau encore et encore et qui se rappelle à nous et qui dit: «Cette personne que j'aime n'est plus vivante dans le monde». Mais néanmoins, c'est pas être maso, c'est pas se faire du mal, c'est quelque chose qui est vraiment absolument, hem, enfin, c'est extrêmement utile. On ne se fait pas du mal, on accompagne sa peine, ce qui est pas pareil. On accompagne sa peine, hein, et donc même si on ne voit pas le corps de la personne, je dirais pas que c'est pas important parce que bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas fondamental. C'est pas ça qui va déterminer un cheminement harmonieux. Je vous dis ça parce que j'ai l'expérience de personnes qui n'ont pas vu le corps, parce que le corps était soit méconnaissable, parce que trop abîmé, soit disparu en montagne Hmm. ou en mer. Le il y a il y a une partie, toute petite partie d'incrédulité qui persiste quand même, hein. Pour être honnête avec vous, il y a une toute petite partie d'incrédulité qui Hmm. continue contre vents et marées à espérer. Ça, ce serait mentir de dire que ça existe pas. Mais autour de ce petit espace-là, il y a tout un espace où on reconnaît la perte et où le chemin se fait quand même, hein. Je pense à une très chère personne que j'aime vraiment beaucoup qui a perdu son garçon en montagne, il y a maintenant plusieurs années, et le corps n'a pas été retrouvé. Il est quelque part dans le glacier du Mont Blanc. On n'a pas retrouvé, mais pourtant il y a cette partie-là effectivement qui reste dans le cœur et dans la tête de chacun des membres de la famille, mais il y a quand même et ça je l'ai vu, je le constate, le chemin psychique
qui s'est fait quand même. C'est pour ça que j'insiste tellement lourdement sur le fait que c'est un processus naturel, parce que s'ils avaient, eux, décidé de faire ce chemin-là, ils n'auraient pas réussi, Mmh. D'accord. hein. Donc là, c'est un très bon exemple de le processus qui se déploie même si on ne voit pas le corps. Mmh. Et c'est pourtant que le corps est quelque part dans une des crevasses du Mont Mmh. Blanc, hein. Elle le sait, hein. Il n'y a pas eu de sépulture, mais le geste symbolique, vous savez ce que ça a été? Ça a été de faire réaliser une statue de ce jeune garçon et de la sceller sur le chemin qui menait au refuge où on l'a vu pour la dernière fois. OK. Waouh. D'accord? Et je ne sais pas si ça peut être important, mais j'ai envie peut-être que ça fera plaisir à la maman si je prononce le nom de son garçon et son garçon s'appelait Jassim. Jassim, Merci pour voilà. ça. Merci pour ça. C'est vrai que ça nous rappelle que c'est bon de se rappeler du prénom de ceux Les qu'on a prénoms. perdus. C'est bon de rappeler aux autres, de pas avoir peur de prononcer. En général, ça Non, fait oh mon énormément Dieu. de bien. Ayez pas peur d'inviter les gens à dire et même mais prévenez les gens, dites-leur: «Tu sais, tu ne me fais pas du mal quand tu prononces le prénom de mon garçon, de ma fille, de mon parent, tu ne me fais pas du mal. Les larmes viennent peut-être, mais c'est pas parce que j'ai des larmes que tu me fais du mal», Mmh. hein? Mmh. Les gens ont du mal à comprendre ça. On a besoin de c'est drôle et c'est un peu dur, mais souvent, les endeuillés sont souvent ceux qui vont éduquer les autres à les accompagner. C'est dingue, hein? Ouais, c'est Et dingue, hein. dans beaucoup de Mais souffrances, c'est la même chose, hein. oui, oui, mais mais vraiment alors vraiment, c'est important ce que tu dis là. Oui, c'est vrai, il va falloir les éduquer, donc s'il vous plaît, des fois ça nous énerve de devoir expliquer des choses qui nous paraissent tellement évidentes pour accompagner notre souffrance et qu'il y a des gens qui sont d'une maladresse, mais Mmh. à pleurer tellement ils arrivent pas. Ils disent des phrases, mais des bêtises, plus gros que l'Empire State Building et heu, hem, imaginez un jour je demandais à une maman qui avait perdu sa petite fille, il dit: «Mais, avant de perdre votre petite fille, vous avez déjà reconnu» elle avait déjà connu une maman qui avait perdu sa petite fille et je lui ai demandé: «Mais comment vous aviez réagi?» Et elle me dit: «Mais j'avais réagi d'une manière, mais tellement» elle me dit: «J'en ai honte maintenant que je sais ce que c'est que de perdre son enfant». Mais je ne savais pas, Mmh. je ne savais pas et c'est ça quand j'entends ça, je me dis: «Eh bien, on choisit pas la mort de son enfant, de son compagnon, de son parent, on choisit pas, mais heu, peut-être que cette expérience de vie va déposer en moi une connaissance, une capacité à comprendre quelque chose que je n'aurais jamais pu comprendre autrement et s'il y a du sens peut-être à trouver dans la disparition de cette personne que j'aime, si ce sens, il émerge dans le fait qu'un jour, je suis en mesure de dire à quelqu'un: «Ce que tu vis est normal, ce que tu vis a des étapes, ce que tu vis, Mmh. tu n'es pas en train de devenir fou» et ou alors de conseiller un proche qui vous dit: «Mais comment on fait pour aider quelqu'un en deuil?» et que vous êtes en mesure de dire: «Eh bien, telle parole va faire du bien, telle attitude va faire du bien» et ben, par ça, vous honorez la mémoire de la personne que vous avez perdue. Parce Mmh. qu'elle a déposé en vous une connaissance, j'aime pas le mot, mais une expertise, un savoir-faire et un savoir-être qui, quand vous le mettez en œuvre, vous pouvez dans votre cœur dire: «Eh bien, c'est en ton nom que j'aide cette personne-là. En ton nom, grâce à toi, je suis en mesure d'aider quelqu'un en détresse». Je crois qu'il y a vraiment ce rôle, ouais, didactique, pédagogique, Ouais, et il faut pas. Alors moi, je le dis le premier, hein, Christophe, hein, avant de réaliser le film Et je choisis de vivre avec Nance, j'étais très naïf sur ce sujet. ouais, J'étais pas très très à l'aise de parler du deuil aux autres. Et après avoir rencontré ces 1500 personnes sur la route, pour interviewer plein de gens, c'est devenu beaucoup plus normal. ouais. Voilà, et moi, ça m'arrive, hein, quand j'entends quelqu'un qui a perdu un proche, je dis, ah, comment il s'appelait? Parle-moi de lui, parle-moi d'elle. Oh, et les gens sont tellement heureux, ils Ouais, pleurent. écoute, Souvent, oui, ils oui, pleurent, mais ils pleurent de joie, c'est un mélange de ouais, joie, de ouais, nostalgie.
Et, limite, limite c'est quelque chose de beau à chaque fois qui se passe, quoi, hein, Ouais, mais ouais, j'arrive à comprendre que je me rappelle de moi-même, hein, il y a quelques années, et je me dis, ok, on a besoin d'avoir de l'empathie envers ceux qui ne comprennent pas encore. Ils vont ouais. le comprendre Oui, le oui, jour. parce qu'on est en colère contre eux, n'est-ce pas? Ouais. On est en Et- colère, on leur dit: «Mais quelle âne batté de me poser cette question-là!» mais c'est tellement, bah oui et et ouais. mais vous comprenez, vous savez bien, derrière la colère, il y a toujours ma souffrance, hein. Derrière la colère, quand on gratte un peu la colère, on a ma souffrance. C'est quoi ma souffrance? De ne pas être vu, de ne pas être Mm, reconnu dans cette peine qui mm. traverse mon existence. Alors, Christophe, on a Laetitia qui nous a écrit et qui est vraiment sur ce sujet-là, donc c'est une transition parfaite. Vas-y, Elle vas-y. nous dit qu'elle a vécu, elle, 3 décès, donc les Ouais, multidécès, voilà. Non, tu appelles pas ça multi, comment tu dis? deuil multiple. Le deuil multiple, voilà. Terme technique pour dire que ça fait mal, très mal. Ouais, Euh, dont sa belle-maman d'un cancer, sa fille d'une maladie génétique et sa mère d'une maladie longue. Et en d'accord. fait, elle a développé, d'après elle, une résilience, mais il y a un problème, c'est que son entourage considère qu'elle est trop détachée. Et sa question, c'est comment expliquer à ses proches que la résilience qui peut se développer après 3 décès, elle est pas forcément mauvaise. Alors c'est fou ça, regarde. Les proches parfois sont inquiets parce que la personne va pas bien et là, ils sont inquiets parce qu'elle va trop bien. Ouais. Et je crois que c'est Oh, une vraie question. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous pouvez mettre un petit commentaire sur ça, si certains ont déjà mais vécu mais ça. non, mais ça arrive, hein, ça arrive des fois et même soi-même, quand on estime on a dans la tête une espèce d'idée de un temps où on doit être mal, puis un temps où on doit être, mieux et puis si le temps où on doit être mal, il est plus court que ce qu'on s'imagine que ça devrait être, on peut se Hmm. sentir coupable. Oui, Non, mais non, bien sûr, c'est vraiment un temps qui est tellement individuel. Mais juste un petit truc, hein, pour, c'est un petit peu à côté de ce que tu me dis, mais je voulais en parler justement. Les gens sont inquiets sur le fait de, quand il y a des deuils multiples, qu'il y a hmm, plusieurs décès qui surviennent comme ça sur un temps assez court. On se dit: «Mais comment je vais faire? Je vais pas savoir comment je vais faire pour gérer tout ça, je vais être complètement dépassé». Je reviens à hmm, mon image de la blessure. OK? ouais, Imaginez, si vous avez plusieurs blessures, imaginez, vous avez une blessure qui est là, vous avez une blessure qui est là, vous avez une blessure qui est là, vous avez une blessure qui est là. OK? C'est 4 deuils. Mettons que ce soit 4 deuils qui surviennent. Est-ce que votre corps, de façon normale et naturelle, il va d'abord cicatriser ça, puis cicatriser ça, puis cicatriser ça, puis cicatriser ça? Non, il va tout faire en même temps. hmm, Votre corps c'est une intelligence suffisamment puissante pour cicatriser le tout tout. en Hmm, même temps. ouais, Donc peut-être que consciemment, on se dit: «Je vais être submergé, je vais être dépassé». Au niveau du hmm, processus de deuil, c'est-à-dire au niveau vraiment de là où les choses se travaillent en profondeur, soyez rassurés, tout se fait en même temps. Même si comme j'ai parfois rencontré des personnes qui perdaient wow. 5 proches en même temps. Après, le vécu émotionnel peut être, énorme. C'est pour ça que quand c'est des deuils multiples, c'est bien d'être accompagné. Mais comme on a toujours dit, hein, le vécu émotionnel du deuil, c'est-à-dire nommer ses émotions, intégrer la présence de la personne en soi, enfin toutes ces choses-là, sont différents du processus qui lui se fait en même temps dans les différents endroits, hein. Donc c'est Hmm. vraiment faut vraiment se rassurer par rapport à ça. Ça, Alors, c'est le juste, premier truc. je te coupe juste. Oui, Il y a vas-y. Marie-Belle qui nous fait un commentaire, je trouve très intéressant. Elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de faire le deuil de son beau-frère, alors qu'elle faisait celui de son mari. Donc, est-ce qu'il y a quand même ce sentiment qui peut nous traverser, dire waouh, je suis Non, essoufflé et ça non, retombe? non, mais je n'ai pas eu le temps de faire le deuil, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Ça serait c'est exactement comme si vous aviez écrit: «J'ai pas eu le temps de cicatriser là, parce que j'étais occupé à cicatriser là». Hmm.
Cette phrase n'a pas de sens. Je vous en supplie, sortez de l'idée que vous êtes dans le contrôle du processus de deuil. C'est un Mmh. processus naturel. Vous n'avez pas le contrôle. C'est pas vous qui décidez de dire: je j'ai pas eu le temps de cicatriser là, parce que je devais cicatriser là». Non, les 2 se font en même temps. Faites confiance à ce processus. Il est là pour vous aider. En revanche, peut-être ce que vous dites, ce n'est pas: «J'ai pas fait le temps, j'ai pas fait le deuil de telle personne parce que je m'occupais de telle autre personne». Non, moi ce que je comprends, c'est ma peine, j'étais Mmh. consciemment tellement happé dans ma peine liée à la perte peut-être de mon mari, que je n'ai que j'ai l'impression de ne pas avoir assez donné de temps psychique ou de temps Mmh. émotionnel au vécu de ma peine de l'autre personne, hein. Mais Mmh. ça, c'est quelque chose qui n'est pas en aucune façon un obstacle à l'intégration et à la cicatrisation de cette plaie. Alors après, si on fait le constat de ça, on peut se dire: «Bon, eh bien, je décide de peut-être réallouer plus de temps à nommer les émotions, à évoquer la vie et la relation que j'ai eue avec cette personne, que Mmh. j'ai l'impression d'avoir un peu délaissée parce que j'étais happé dans un autre champ, dans un autre territoire, émotionnel qui était peut-être plus fort pour moi à ce moment-là», hein. Mais, c'est, enle je vous en supplie, enlevez de votre esprit l'idée: «Je n'ai pas pu faire le deuil là, parce que je le faisais là». Non, non, heureusement D'accord. qu'on n'a pas le contrôle sur ça. Ça Alors, on n'a suffit. pas le contrôle et on n'a pas le contrôle sur, sur grand-chose dans ces moments-là, Non, non, mais on a des remarques des gens autour de nous et on a des moments de grâce, on a des moments où on peut respirer, où pendant quelques secondes on pense plus à cette souffrance et ouais. ça nous déroute nous, ça déroute l'entourage. Alors, comment on peut rassurer notre entourage en leur disant, t'inquiète pas, je vais souffrir un peu plus tard, là je prends une pause, ou pourquoi l'entourage pourquoi l'entourage a cette difficulté à se dire qu'on peut aller mieux, qu'on a des moments, je sais- Comment répondre à ça? Comment répondre à ça? Hem, en fait, on part d'une fausse pensée, bien évidemment. On se oui, bien trompe. sûr, hein, heu, peut-être qu'on pourrait dire, que, on parlait en termes de respiration. C'est tu sais, parfois, il y a des moments. Il y a une expression que j'aime bien, que je trouve jolie, c'est l'expression des îlots de clarté. J'aime bien cette expression-là, je ne sais pas pourquoi, hein, Mmh. mais j'aime bien. Que parfois dans le territoire de notre souffrance, on a des trêves. On ne Ouais. sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il y a un îlot de clarté, une trêve psychique qui survient, plus ou moins longue, où les causes sont plus ou moins identifiées, parfois elles ne sont pas identifiées, Ouais. mais ceci aussi fait partie du processus de deuil, hein. C'est, les temps et voyez-le toujours comme des moments c'est pas c'est comme des moments de protection qui font partie du processus. Elle est difficile à répondre ta question parce que Mmh. moi je sais pas, moi je me réjouirais si je me réjouirais de voir quelqu'un qui est dans de l'apaisement. Mais, là encore, hein, les personnes qui disent, «Mais, c'est pas normal que tu ailles trop vite», ils sont là encore dans une projection sur la personne de leur propre représentation Mmh. de comment elle devrait, elle, souffrir. Et on est foutu à vie. On est C'est foutu un peu parce que dur, hein. Ouais. parce que là, c'est on se voit imposer, soit en deuil, on se voit imposer un mode d'être par les autres qui nous disent: «Voilà comment tu dois te comporter, voilà comment tu dois penser, voilà comment tu dois être». Mmh. Hein? Mais tout comme on n'a pas le contrôle du processus de deuil, les autres n'ont absolument pas non plus le contrôle du processus de deuil, hein, bien sûr. Mmh. Waouh! On a parlé de beaucoup de choses ce soir. Merci pour Ouais. ça.
Oh, dis donc, Euh, il est déjà il est 19h51. 19h, voilà, donc je pense Ouais, qu'on va terminer cette question. Je regarde les quelques commentaires, voir si ouais, on voilà, a des oui. choses à dire. C'est beau comme expression, merci, donc c'est très Exactement, beau. Julie qui dit oui, c'est ça. Oui, c'est ça la projection. Mais c'est incroyable, hein, combien de fois nos proches projettent sur nous leur représentation de ce qu'est le deuil. C'est là où on parlait d'éducation tout à l'heure, hein. C'est que, on a besoin, notre société globalement a besoin d'être éduquée sur les deuils pour que les projections qu'elle fasse non, qu'elle font, qu'elle fait, qu'elle, Quel juste fait, que les facile. gens font que Ok, les gens font c'est bon. sur les personnes en deuil soient plus, adaptées, plus, cohérentes avec la réalité du processus de deuil, hein. C'est pour ça qu'on a une responsabilité, collective, nous, dans la communauté, mieux traverser le deuil, puis de Hmm. façon plus globale, on a une on a un rôle d'éducation. Vous avez un rôle d'éducation, même si vous êtes dans votre peine. Sachez que le processus va un jour tout doucement l'apaiser et que vous serez en mesure de pouvoir être quelqu'un qui a la légitimité de transmettre, de dire les choses, d'éduquer les choses. Et notre monde a besoin de ça. Les choses vont changer par ça. D'accord? D'abord, vous occupez de votre peine parce que c'est la priorité, mais Hmm. après, quand le processus de deuil aura tenu sa promesse, après plusieurs années que l'apaisement commencera à venir, vous serez en mesure d'aider. C'est ce que je vois tout le temps dans les associations de personnes qui accompagnent des personnes en deuil. La plupart des temps, je travaille beaucoup, vous savez, avec des personnes qui sont en deuil après, la perte d'un enfant. Hmm. Eh bien, la plupart des cadres, des gens qui encadrent ces associations sont des parents en deuil qui sont là pour aider d'autres parents en deuil parce qu'ils ont ça a été déposé en eux, hein, cette expérience. Il y a des parents endeuillés, il y a des veufs et veuves, il y a plein d'associations. Et on Oui, vous invite oui, encore oui. une fois à trouver ces articles sur la Oui, oui, plateforme mieux tout à fait. traverser le deuil.fr. Plein d'infos. Damien, Euh, tu pouvais parler de l'événement du premier alors, avant qu'on se parle? d'un événement, même de deux événements. Alors, on a des rendez-vous. On vous donne rendez-vous parce qu'on va vivre un événement spécial sur le sujet de la mort avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance dimanche à 17h. C'est organisé par le groupe Vive et la Maïf. Et en fait, on est partenaire avec Mieux Traverser le Deuil de cet événement. Et la plateforme va être. Je suis dedans, je suis dedans. Et donc voilà, qu'est-ce qui va se passer exactement? En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre le sujet de la mort comme un sujet sans tabou Ouais, oui. de ce moment de la vie. Il va y avoir plusieurs conférences. Il y aura Christophe, du coup, qui sera sur le plateau. Alors Euh, ce sera là le temps, il sera enregistré, mais on va essayer pendant l'heure là, pendant l'heure de l'émission, moi je serai en ligne et éventuellement de répondre à des questions. C'est pas encore clair, j'ai pas encore bien compris comment ça allait se faire, mais en tout cas c'est, je serai en ligne, en direct il y aura un pendant chat, en l'émission. fait, pendant l'émission. Il y Voilà. aura un chat, il Il y y aura aura un un chat, chat. voilà. Donc, Christophe, tu seras là aussi en vidéo. Christophe est partout, il est omniprésent. Et il y aura aussi Boris Cyrulnik, Cyrulnik et bien d'autres qui sont assez connus. Euh, donc, le sujet, c'est le deuil et l'impact aussi sur le sujet du numérique. le Donc, numérique, tout à fait, ouais, ouais, oui, ouais. un autre axe. On vous invite vraiment à être là et surtout, inviter du monde. Alors, Abigail va vous mettre le lien pour s'inscrire pour pouvoir avoir accès à la vidéo. Et nous, on C'est sera. gratuit, hein, C'est c'est gratuit, c'est gratuit, hein. gratuit, c'est gratuit. Et donc, c'est à 17h dimanche, réservé à ce moment. Ça va être un moment assez fort avec beaucoup de contenu riche. Et vous aurez accès aussi à du contenu pour la suite. D'accord. Donc, ça, Allez, c'est le premier rendez-vous. ouais, Voilà. tu plus que 5 minutes parce que notre président parle dans 5 minutes. Oula, il y a Emmanuel qui me fait un petit message. Manu m'a dit c'est à moi de parler. Alors, je vous laisse. Je vous Oui, laisse. On a dernière chose. On va se retrouver pour un nouveau live le mois prochain. Donc, ouais. voilà. Donc, Le numéro 9, le ça 9. sera, ouais, exactement. Ça sera le 25 novembre. Mmh. Et Christophe, on essaye de changer l'horaire. On essaie de... Oui, 18h, c'est mieux, pourquoi? Non, Pourquoi parce tout il y a des parents qui demandaient, déjà avec le confinement à 21h, et avec le coup, après le coucher des enfants, peut-être d'essayer une fois de le faire à un moment où il ne sait pas la guerre pour les enfants. quelle heure tu veux? 21h, 21h.
Ouais, 21h, allez, C'est 21h. De toute façon, jouable. oui, Donc oui. Christophe sera en pyjama, ça sera vraiment un scoop, une nouveauté. Non, Donc, je vous invite tous d'être en pyjama ce soir-là. Donc je répète, donc, oui, le 25 oui, ouais, novembre, on se fait une pyjama party, dites les amis. D'accord? Deuil and Pidge. Deuil and Pidge. Voilà, Ouais, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Dog and Peach, n'importe quoi, mon pauvre garçon. Vraiment. Bon, Merci Christophe, à toi. je vous embrasse très fort. Allumez la télé parce que là, on a des news Ouais, qui sont. Voilà, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Je vous on va embrasse très découvrir. fort et on se retrouve dimanche en ligne et après le live book live le 9, le 24 novembre. OK? Je vous Voilà. embrasse. À bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.